Savez-vous que le développement d'une Afrique solide et prospère passera systématiquement par la valorisation et la promotion de l'expertise de la diaspora pour la préservation de la bonne gouvernance? Salut, je suis Pablo Giscard Guissamba. Retrouvez-moi tous les lundis entre 17h et 18h heure de Paris pour un entretien exclusif avec un Africain qui se démarque. Ça sera dans le cadre de votre émission Bonne Gouvernance. L'Afrique d'une seule voix, enfin, une radio qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Bonne Gouvernance, l'émission qui place l'expertise africaine au cœur du développement. L'observation attentive du fait administratif dans les pays de l'Afrique remet de plus en plus en cause bon nombre d'idées reçues en sciences administratives, en sciences politiques et même en droit constitutionnel relatives aux caractéristiques de l'État et de l'administration, au rapport de celle-ci avec la société et particulièrement avec le système politique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur l'Afrique d'une seule voix, dans le cadre de ce premier numéro de votre émission Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance, c'est votre vitrine par excellence qui place les experts africains au cœur du développement de notre continent. Il est diffusé tous les lundis entre 17h et 18h heure de Paris, avec en prime un invité de marque qui se prête à notre jeu de questions-réponses pour nous permettre de tout comprendre et tout savoir sur l'administration publique africaine et la gouvernance. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir en direct de Cotonou au Bénin un digne fils de l'Afrique. Une valeur sûre, mais surtout une voix autorisée qui nous permettra de nous entretenir sur la thématique « L'administration publique africaine face aux défis de développement ». Au cadre d'administration publique, polyvalent et expérimenté, doté d'une formation de base comme spécialiste maritime, il jouit d'une vaste connaissance de l'administration publique, notamment douanière. Il a occupé des hautes fonctions relatives à plusieurs secteurs de l'administration, dont le contrôle des finances publiques, les infrastructures, l'énergie et le transport aérien. Avocat au barreau de Paris, écrivain, acteur politique d'origine sénégalaise, vous l'aurez certainement deviné, mesdames et messieurs, nous recevons ce soir le docteur Boubacar Camara. Juste après cette transition. De retour sur notre plateau et bien évidemment en compagnie de notre invité qui nous attend impatiemment du côté de la capitale du Bénin. Bonsoir docteur Camara et merci d'avoir accepté l'invitation de Bonne Gouvernance. Merci beaucoup, merci de m'avoir invité à votre émission pour cette chaîne qui porte bien son nom. Alors, comment se porte Cotonou ce soir, docteur Camara? Très belle ville, beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, il y avait à Porto Novo la commémoration du passage du Cheikh Serigne Ahmadou Bamba en route pour l'exil au Gabon. J'ai fait un tour pour participer à cette importante célébration. Alors, très bien. Dans votre présentation, vous êtes d'origine sénégalaise et on ne saurait démarrer cette émission sans toutefois marquer un petit temps d'arrêt aussi pour s'intéresser un tout petit peu à cette actualité du côté du Sénégal. On va donc retenir les deux actualités les plus brûlantes de ces derniers jours, à savoir la construction de cette nouvelle université qui offre un autre visage au paysage académique et surtout à la politique d'encadrement et d'éducation de la jeunesse africaine en général et sénégalaise en particulier. On aimerait bien avoir votre avis là-dessus et pourquoi pas, en tant qu'acteur politique, on sait bien que le Sénégal a également fait la une de l'actualité ces derniers jours à travers ce scandale intervenu à l'Assemblée nationale lors du vote de la loi de finances 2023. Qu'en dites-vous de ces deux actualités, monsieur Boubacar Camara? Bon, alors je voudrais d'abord saluer le fait que le Sénégal s'achemine vers les huitièmes de finale. C'est ça l'actualité sportive. Ah oui, la plus récente. Contre l'Angleterre et souhaiter aux Lions une victoire éclatante comme il l'avait fait sous mes yeux à Séoul en 2002. Alors en ce qui concerne la création des universités, je pense que c'est une excellente chose pour le Sénégal. L'éducation doit être au cœur des préoccupations en Afrique. Il y a aussi une université qui est en train de
touché à la phase finale, c'est l'université de Touba qui va également mettre de l'avant un autre aspect de l'éducation. En ce qui concerne maintenant les événements au niveau de l'Assemblée nationale, il faut évidemment les regretter. Regretter parce que simplement il y a tout un jeu de provocation qui se fait pour empêcher le déroulement normal des activités à l'Assemblée nationale qui a connu une nouvelle configuration avec la percée de l'opposition. Donc le regretter et condamner de façon très claire tout ce qui perturbe le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale et demander le retour à la sérénité et demander le retour au débat calme pour que chacun puisse défendre son point de vue. Voilà un peu ce que je voulais hasarder sur ces questions-là. Et on va donc rentrer dans le conducteur de notre émission de ce soir à travers l'analyse ou alors le décryptage de votre personnage qui, au regard du profil, se veut être un personnage assez diversifié et très polyvalent. Si l'on vous donnait la possibilité aujourd'hui, Monsieur Camara, de vous présenter pour nos auditeurs, que diriez-vous de vous? Je me décrirais comme un citoyen africain de nationalité sénégalaise, un infatigable soldat de l'Afrique, optimiste et engagé, un passionné du futur de l'Afrique, dont le devoir est de parler d'une seule voix, comme le nom de votre chaîne l'indique de façon claire. Alors, aujourd'hui, il faut retenir que vous êtes un haut cadre de l'administration africaine en général et sénégalaise en particulier, même s'il est important de préciser qu'aujourd'hui, vous occupez le poste de directeur adjoint de douane du côté du Bénin. Quel est le parcours académique d'un tel profil? Alors, si on doit décrire le parcours académique, on va emprunter la métaphore du football comme c'est à la mode. Ouais. Donc sur 3 volets. La défense d'abord, donc la base c'est une base de formation maritimiste. Après mon baccalauréat scientifique, j'ai suivi une formation d'officier de marine marchande et ensuite d'expert maritime avec une spécialisation sur les produits pétroliers. Ça c'est la défense. Le milieu, c'est la voie de l'administration publique en qualité de haut fonctionnaire, inspecteur des douanes, donc diplômé de l'ENA et inspecteur général d'État avec une spécialisation dans les douanes et les finances publiques. Et à l'attaque, enfin, c'est la voie des sciences juridiques. Je suis docteur en droit de l'université Pierre Mendès France de Grenoble après avoir effectué ma formation universitaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et je suis avocat au barreau de Paris. J'ai demandé une omission depuis quelques années pour m'adonner à d'autres activités qui sont incompatibles. Donc vous voyez tout de suite le lien entre les 3 domaines de compétences. Merci. Alors, parmi ces domaines de compétences, nous allons nous intéresser un tout petit peu sur votre casquette d'agent d'administration douanière. Monsieur Camara, quelles sont donc vos expériences dans ce secteur douanier en Afrique? Alors, après mon service militaire comme soldat, j'ai améri à la douane parce que la douane avait acheté des navires et mettait en place une flotte maritime et je suis entré comme agent breveté. Ensuite, j'ai gravi les échelons comme contrôleur puis inspecteur des douanes et après 17 ans de service au Sénégal, je suis nommé directeur général des douanes de 2000 à 2004. Et quand j'ai fini mon service public, je me suis reconverti comme consultant en douane dans plusieurs pays africains. Et aujourd'hui, je suis directeur général adjoint des douanes au Bénin, comme vous l'avez dit. Cette expérience est longue, très enrichissante, mais on peut retenir quelques points extrêmement importants.
c'est l'automatisation du dédouanement. Ça a été un élément extrêmement important pour nous. Et au Sénégal, nous avons participé, conçu même le produit Orbus de collecte électronique des documents de dédouanement et lancé Gaindé 2000. Le deuxième volet qui nous a beaucoup intéressé, c'est la collecte des recettes douanières. Comment faire pour que la douane puisse collecter de façon sécurisée les recettes qui contribuent, comme vous le savez encore, toujours de façon substantielle à l'économie nationale. L'autre volet qui nous a intéressé, c'est la sécurisation de la chaîne logistique. Nous avons introduit pour la première fois les scanners, aussi bien au port qu'à l'aéroport, pour pouvoir combiner la facilitation des opérations de dédouanement pour les entreprises et la sécurisation de la chaîne logistique. Et enfin, le capital humain, la ressource humaine, qui est très importante en douane. Et voilà un peu les points qui nous ont vraiment marqués durant cette intervention qui continue d'ailleurs dans le secteur douanier. Alors, Monsieur Camara, nous sommes conscients que l'intégration sous-régionale est assez avancée dans la sous-région Afrique de l'Ouest, notamment à travers la libre circulation des personnes et des biens. Alors, cette avancée politique, quel est son impact sur le développement de l'administration douanière, pour vous qui êtes un expert du domaine? Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut remarquer, c'est que les douanes continuent à jouer un rôle prépondérant, et aussi bien pour la collecte des recettes, la protection des frontières contre les introductions et sorties frauduleuses, la lutte contre la fraude, surtout la fraude commerciale. Et donc, la solidité d'un dispositif douanier est un facteur important. Et dans ces conditions, donc, il faut absolument un renforcement des capacités. Et dans le cadre de l'intégration, ce qui est très, très important, c'est que les pays qui se sont retrouvés dans des communautés ont la même réglementation, au moins pour ce qui concerne les fiscalités de porte, pour ce qui concerne l'harmonisation des taxes intérieures et tout. Donc, c'est justement cette première exigence-là qui est très bien comprise par les douanes africaines. Et pour ce faire, l'outil auquel tout le monde fait recours, c'est l'informatisation. Et c'est un défi majeur pour sécuriser les recettes et améliorer la transparence. L'autre défi, bien sûr, c'est le capital humain. Vous le savez, il y a une perception très négative qui persiste sur la douane, qui est totalement en déphasage avec le rôle essentiel que cette administration joue dans les économies nationales, mais les perceptions sont têtues et il y a également un ensemble de pratiques qui sont encore enregistrées et qui confirment ces perceptions. Donc, le défi, c'est d'avoir des ressources humaines bien formées, intègres et qui s'engagent effectivement à faire le travail dans la transparence. Évidemment, pour répondre à cette préoccupation, il faut toute une politique à mettre en œuvre, ce que les douanes essaient de faire, parfois timidement, parfois avec des résultats mitigés. Dans le cadre toujours de cette mission douanière qui s'africanise, il y a les questions d'équipement douanier. Les États tardent encore à mettre les moyens qu'il faut pour renforcer la douane, ce qui se traduit parfois par des dysfonctionnements qui ont des conséquences difficiles. Et enfin, justement dans le cadre de cette intégration, les réglementations sont complexes et résultent d'accords commerciaux internationaux. Aujourd'hui, la plupart des réglementations, aussi bien sur l'espèce tarifaire, l'origine, la valeur, sont des réglementations qui résultent d'accords internationaux, aussi bien dans le cadre de l'Organisation mondiale des douanes que dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce. Et ensuite, il y a l'entreprise qui est là, qui a besoin de faciliter, qui a besoin de stocker des marchandises sous douane en attendant d'avoir des clients, qui a besoin de faire des transformations industrielles et n'a pas envie et n'a pas légitimement vocation à payer les droits de douane sur des intrants qui seront transformés et réexportés peut-être.
ou qui ont envie d'utiliser temporairement pour des travaux, etc., une marchandise. Voilà, un ensemble de mécanismes à gérer par les administrations de douane qui sont effectivement des mécanismes très complexes qui posent vraiment la grande question de la modernisation. Aujourd'hui, les douanes qui ne se modernisent pas ne pourront pas faire face à ces nouvelles exigences. Voilà un peu le nouveau tableau de la douane actuelle. Alors, Monsieur Camara, vous parlez de modernisation, mais à côté de la modernisation, il y a également la moralisation de l'administration douanière. Aujourd'hui, en Afrique, le phénomène est presque général ou alors généralisé. Je vais faire allusion notamment à cette gangrène qui mine l'administration douanière. On parle de clientélisme, on parle de corruption, et bien sûr du détournement des recettes douanières. Finalement, Monsieur Camara, êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent que la douane africaine en général est véritablement gangrenée par ce phénomène qui ralentit de façon très significative l'évolution des politiques publiques dans le cadre du développement de l'Afrique? Bon, alors, je suis tout à fait d'accord avec le constat. Le constat, c'est qu'il y a une perception qui est là. Mais de la même façon, j'ai la conviction qu'une administration douanière qui, pendant des décennies, arrive à collecter des recettes dont l'importance est claire, avérée pour les budgets nationaux, qui arrivent à contribuer à la bonne tenue des finances publiques, ne peut pas être une administration qui organise la corruption et qui est foncièrement corrompue. Ça n'est pas possible. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des actes de corruption, comme dans toute l'administration, comme dans tous les pays. D'ailleurs, aujourd'hui, l'impact de la corruption dans les pays africains est tel que ça dépasse de très très loin l'aide publique au développement. Maintenant, la douane se trouve dans des positions extrêmement sensibles, au cœur des transactions commerciales, ce qui fait qu'il y a une exposition très nette. Maintenant, toute la question est de savoir comment les dispositifs douaniers permettent de freiner et de faire reculer ce phénomène. Et c'est ça qui est adressé. Aujourd'hui, les éléments essentiels de la taxation échappent à l'administration douanière en tant que telle. Il n'y a aucun pouvoir discrétionnaire des administrations des douanes, ni des agents des douanes sur l'espèce tarifaire. Il y a un système harmonisé qui est une convention internationale qui fixe le classement des produits. C'est à partir du classement qu'on peut fixer la fiscalité. La fiscalité est fixée par les règles communautaires. L'origine, il y a des règles d'origine pour cela. La valeur également, il y a un accord de l'Organisation mondiale du commerce sur la valeur en douane, et des systèmes automatisés de dédouanement permettent de faire le calcul des droits et taxes, et le trésor, les impôts, les régies financières sont en général interconnectés pour le faire. Donc, c'est cette voie-là qui est en train de réduire de façon drastique et de rendre marginal ce système. Mais la vigilance doit être de mise. Et toutes les administrations, tous les États qui tiennent justement à cette bonne tenue des finances publiques mènent des combats très très sérieux pour lutter contre la corruption. Il y a ce que j'appelle dans mon livre, d'ailleurs, Construire le Sénégal du futur, qui va sortir dans quelques semaines. On aura certainement l'occasion d'en parler. Oui, on aura l'occasion d'en parler. Justement, je décris ce que j'appelle le triangle de feu de la corruption. Le triangle de feu, et c'est justement cette combinaison entre les prérogatives que les agents publics ont, le peu de moyens qu'ils ont pour faire le travail et les pressions qu'ils subissent. Si on combine ces trois côtés du triangle, mais on a forcément une situation qui est favorable, un lit pour la corruption. Maintenant, il faut briser justement ce triangle en renforçant les moyens de travail de l'administration. Ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'États tardent à franchir ce pas décisif. Et il faut réduire les prérogatives discrétionnaires
des agents et des administrations de façon générale en mettant en place un système automatisé qui postule vraiment une belle transparence. Et enfin, il faut réduire les pressions sociales, politiques surtout, avec une dépolitisation de l'administration. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un vrai souci pour réaliser les attentes de progrès technique et c'est l'heure pour une offre globale d'une douane africaine performante et cette offre-là doit être encore formulée. C'est un chantier dont les contours couvrent plusieurs secteurs, mais c'est un chantier qui est indispensable, qui est devenu une urgence capitale. Alors, Monsieur Camara, vous ne spécifiez pas avec exactitude la principale responsabilité dans le cadre de ce phénomène de clientélisme et de corruption au sein de l'administration douanière en Afrique, mais je voudrais vous relancer sur la même question, mais cette fois pour savoir, selon vous, qu'est-ce qui peut réellement, au-delà de l'ingérence politique dans les systèmes douaniers, justifier la forte présence de la corruption? Dans certains pays, on classe la douane comme l'administration leader en termes de corruption devant ou derrière, selon des positions géographiques de la justice. Et vous, aujourd'hui, à qui attribuez-vous la responsabilité principale dans la forte présence de la corruption dans ce secteur d'activité? Les douaniers sont-ils mal payés pour être autant exposés à la corruption? Vous qui avez été, et qui êtes d'ailleurs, un haut cadre de l'administration douanière en Afrique. Non, en fait, c'est ce que j'explique. Aujourd'hui, il y a le risque, il est là, il est très important parce que l'administration des douanes se trouve au centre des transactions commerciales. Mais si les administrations des douanes disposent des prérogatives pour décider, effectivement, le risque augmente. Aujourd'hui, le risque diminue parce que de plus en plus, les administrations des douanes n'ont plus ces pouvoirs. Ces pouvoirs ont échappé aux administrations des douanes depuis longtemps. Ça, c'est un premier facteur. Avoir trop de pouvoir pour décider de façon souveraine du sort qu'il faut donner à une transaction. Ça n'existe plus. Surtout si c'est automatisé. Maintenant, le deuxième élément, c'est le traitement, effectivement, des administrations douanières. Ça, il y a eu énormément de progrès parce que dans tous les pays, il y a un système d'intéressement des administrations, des agents des douanes en cas de saisie. Il y a des efforts qui sont réalisés pour leur rémunération, les conditions de travail, etc. Et il y a un système également qui permet de réduire les pressions. Parce que comme ils n'ont plus beaucoup de prérogatives, les pressions diminuent. Et il y a surtout la dénonciation. Aujourd'hui, les phénomènes, la presse, les réseaux sociaux, les cas sont vulgarisés de sorte que ça fait une pression. Donc, ce phénomène recule de façon très très nette, mais tant qu'une administration n'a pas une politique claire de lutte contre la corruption, évidemment, le phénomène va perdurer. Et ça existe encore dans des zones où il n'y a pas d'automatisation, ou des zones qui sont éloignées, des zones où il y a des contrôles excessifs, etc., où les gens mettent en place des systèmes de raquettes. Et tous les États sérieux, tous les gouvernements sérieux mènent cette lutte. Par exemple, au Sénégal, à un moment donné, nous avons mis en place un numéro vert et il y a des codes d'éthique qui sont adoptés par les pays pour lutter contre la corruption. C'est une réalité. Il y a une lutte. Il n'y a pas un système d'impunité à ce niveau. Et donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'il y ait une étude exhaustive pour voir quel est l'état de la situation au lieu de rester simplement à la perception de base. Parce qu'il y a des pratiques qui sont là, très choquantes au niveau surtout dans certaines zones frontalières. Et c'est justement pour cela qu'il faut mettre l'accent sur le capital humain, faire en sorte que ces agents soient bien formés, la qualité de la ressource humaine africaine soit là, et formation de qualité et un engagement citoyen pour comprendre les prérogatives d'un service public. Et ça, c'est valable pour toutes les administrations. Merci, Monsieur Boubacar Camara. Avant de marquer la première pause de cette émission, j'aimerais quand même vous poser cette question. Selon vous,
la législation, l'organisation et le fonctionnement des douanes africaines sont-elles propices à la réalisation des attentes de progrès économique? Il y a beaucoup de choses à faire. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Le cadre, il est là. Il faut l'améliorer. Il faut faire en sorte que la douane ait l'organisation qu'il faut et le fonctionnement. Souvent, il y a énormément de problèmes pour le recrutement des agents. Il y a énormément de problèmes pour le maintien de ces agents à ces positions et de rajeunissement, etc. Le cadre, il est là, mais c'est un cadre qu'il faut surveiller comme du lait sur le feu. Alors, du coup, est-ce que vous croyez réellement à un avenir prometteur pour la douane africaine, Monsieur Camara? Il y a pas de choix. Et c'est pour ça, c'est à cela que nous travaillons. J'ai eu l'expérience, comme vous l'avez vu, d'être à des positions d'autorité dans des administrations douanières et surtout l'occasion de conseiller des administrations douanières pour mettre en place des mécanismes. Ça a particulièrement donné des résultats probants. Aujourd'hui, avec les scannings qui se fait au niveau des ports et des aéroports, vous pouvez avoir faire une inspection sans intrusion, vous avez des images et il y a tout un dispositif de contrôle après dédouanement. Et ça, c'est très dissuasif. Même après dédouanement, après enlèvement des marchandises, il y a une possibilité de faire un contrôle différé sur les déclarations ou bien un contrôle a posteriori à partir de la comptabilité des entreprises. Je pense qu'il y a un dispositif qui montre très clairement une amélioration, en plus maintenant de tous les règlements qui sont pris au niveau des instances communautaires. Il y a eu énormément de progrès ces derniers temps et j'aimerais bien qu'une étude exhaustive refasse l'état des lieux et vous verrez bien que effectivement des progrès ont été réalisés. C'est possible de le faire, mais il faut être vigilant et continuer à surveiller. Merci infiniment, Monsieur Boubacar Camara. Vous restez avec nous. Il faut rappeler que vous êtes un haut cadre de l'administration douanière africain. Aujourd'hui, directeur général adjoint des douanes au Bénin. C'est en Afrique. C'est en Afrique et bien évidemment avocat au barreau de Paris. Mesdames et messieurs, si vous venez tout simplement de vous joindre à nous, sachez que vous écoutez la seule radio qui enfin met l'expertise africaine au cœur du développement de notre continent. Et l'émission, c'est Bonne Gouvernance, qui est une vitrine par excellence et qui vend l'excellence africaine, mais surtout et qui s'investit dans la promotion de la bonne gouvernance et surtout la valorisation d'une administration favorable à un développement durable de notre continent. Restez avec nous le temps d'une courte pause. On se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette émission. Retrouvez Pablo Giscard tous les lundis, 17h-18h heure de Paris, pour 60 minutes d'entretien avec une haute personnalité africaine du secteur de l'administration publique. Voilà, de retour dans ce studio après cette courte pause, précisez que vous êtes toujours sur l'Afrique d'une seule voix, c'est la radio qui enfin met l'expertise africaine au cœur du développement de notre continent et vous écoutez votre émission Bonne Gouvernance consacrée à la promotion de l'expertise africaine. Nous sommes toujours en compagnie de Monsieur Boubacar Camara qui nous permettra dans le cadre de cette deuxième partie de mieux comprendre la thématique retenue pour cette émission, l'administration publique africaine face aux défis de développement. Il est important de préciser que Monsieur Boubacar Camara est un haut cadre d'administration publique, polyvalent, expérimenté et doté d'une formation de base comme spécialiste maritime. Il jouit également d'une vaste connaissance de l'administration publique, notamment douanière. Alors, Monsieur Boubacar Camara, merci une fois de plus de rester avec nous pour permettre à l'Afrique de tout savoir et tout comprendre sur les enjeux de l'administration de l'administration publique dans le cadre du développement de notre continent. Pour le compte de cette deuxième partie, j'aimerais que nous l'ouvrons par cette question assez basique. Pour vous, quelle est la place de l'administration dans la mise en œuvre des politiques publiques en Afrique?
Alors, une place essentielle parce que l'administration, c'est le bras technique du gouvernement. Mhm. Et la sensibilité de l'administration est liée au fait qu'il y a des risques de glissement avec la politisation, surtout des administrations sensibles comme les administrations financières ou la justice. Et comme ce risque de politisation peut prendre plusieurs formes, il y en a deux qui sont particulièrement pernicieuses, c'est le recrutement et les nominations. Les recrutements doivent se faire sur la base du mérite, du concours. Souvent dans les textes, c'est le cas dans les statuts de fonction publique, mais en réalité, souvent le recrutement peut être très politique ou même politicien. Ça va gangréner et créer des camps, des clans et des clubs dans le cadre d'une administration qui normalement est un bras technique d'un gouvernement qui doit être caractérisé par la neutralité. Le deuxième volet, c'est les nominations pour l'occupation de certaines fonctions importantes, des postes de direction, des postes où des budgets sont gérés. Il y a beaucoup de clientélisme et ça, c'est un problème très, très, très grave. Et il faut aller vers des appels à candidature pour éviter cela. Voilà le risque énorme, ce qui fait que, évidemment, une administration handicapée par ces manquements ne met pas en œuvre les politiques publiques de façon objective. Et ça, c'est un grand souci. On a donc toujours des considérations extra-techniques qui font que beaucoup de projets peuvent même être bloqués. Et enfin, les réformes. S'il n'y a pas de réformes, ou bien s'il n'y a pas suffisamment de réformes, ou si les réformes ne sont pas conduites jusqu'au bout, on se retrouve dans une situation où on ne modernise pas et on reste une administration qui va être plutôt un obstacle, surtout pour les entreprises qui ont besoin d'un certain nombre de diligences de l'administration pour mieux faire leur travail. Donc voilà un peu la place, une place importante, essentielle même, mais une place qui est mal occupée parce que le siège est infesté par des clous et qu'il faut d'abord enlever. Et dans un contexte pareil, j'aimerais bien savoir, Monsieur Camara, dans quelle mesure les contraintes résultant des pressions sociales, politiques, sécuritaires et de la corruption constituent-elles un frein au développement durable de notre continent? Dans une très large mesure. Très large mesure. D'abord, les contraintes constituent un frein objectif au développement. Et il y a beaucoup de forces qui sont concurrentes à l'État, comme des groupes de pression, des forces politiques, des forces religieuses, et qui sont adossées à des clans, à des ethnies, qui dictent leurs lois, qui imposent même leurs propres agents à des postes de responsabilité, soit pour des récompenses politiques ou bien pour avoir des soutiens politiques. Il y a les périls sécuritaires qui viennent aggraver la situation, le péril sécuritaire qui aboutit à l'éclatement de certains États, à des partages même de territoires, qui fait que beaucoup d'États sont devenus des États artificiels. Et enfin, la corruption dont on a parlé tout à l'heure, avec tout le gaspillage, les blanchiments d'argent, les ventes d'armes, de drogue, etc. Tout ça vient infester évidemment les projets de développement. Et donc ça, c'est dans une mesure très très importante. Ces contraintes-là doivent être levées et lever ces contraintes constitue un préalable. Et il y a une très grosse responsabilité des élites politiques parce que c'est les élites politiques qui doivent assurer cette rupture-là pour que les administrations publiques puissent jouer le rôle de bras technique. Pour vous, comment comprendre l'état stationnaire, hein, on va le dire ainsi, de l'administration publique africaine, dans la mesure où nous sommes conscients que le bon fonctionnement d'une administration publique concourt systématiquement à un développement solide et prospère. Aujourd'hui, comment comprendre le contraste qui existe entre les politiques publiques qui sont mises en place et bien sûr la responsabilité des acteurs
de cette politique publique dans le dysfonctionnement de l'administration? Est-ce que finalement, nous ne sommes pas dans un schéma où nous voulons quelque chose et son contraire en même temps? Oui, en fait, le premier problème, c'est qu'il y a une tare congénitale. Au départ, surtout pour les pays qui ont été colonisés, après les indépendances, il leur a été laissé une administration qui n'avait pas les mêmes finalités que ce qu'ils voulaient construire comme nouvel État. Non? On a copié, si c'est le cas par exemple des anciennes colonies françaises, on a pratiquement copié les schémas organisationnels de ces administrations. Ce qui n'était pas conforme parce que l'administration coloniale avait comme finalité de mettre en œuvre une politique économique qui consistait à récupérer les recettes, à les envoyer comme matière première à l'étranger, à faire un minimum de transformation si c'était plus rentable. Et toutes les infrastructures ont été bâties sur la base de ça. Quelques lignes de chemin de fer, quelques gares, quelques zones pour la transformation de l'arachide, du coton, etc. Donc, quand la nouvelle administration est venue, elle a gardé les mêmes schémas, même sur la langue, sur le fonctionnement et tout. Donc, réforme. Premièrement, les réformes. Est-ce que les élites politiques ont pensé faire les réformes qu'il faut pour mettre en place une administration de développement qui est adaptée au schéma, aux besoins économiques qu'ils avaient? Ça, c'est le premier problème. Donc, si on n'a pas ce bras technique, évidemment, on ne peut pas mettre en œuvre les politiques. On va faire des discours, on va faire des plans et tout, mais ça tourne toujours en rond et ça n'aboutit jamais. Ce qui fait d'ailleurs que ça a ouvert un boulevard aux investisseurs étrangers qui sont venus avec des projets, qui ont investi, ce qui ouvre effectivement le boulevard à l'endettement, à tous ces schémas qui ne permettent pas de le développer. Maintenant, ce n'est pas désespéré. Si on veut réellement le développement, comme vous l'avez dit, on ne peut pas vouloir son contraire. Et si on ne veut pas son contraire, il faut donc rétablir l'administration. Première chose, il faut identifier dans l'administration les secteurs qui ont une influence fondamentale sur la vie de l'entreprise et sur les ménages. Et procéder à des appels à candidature pour nommer les personnes sur la base de leur mérite. Ce qui va avoir un impact important sur les cerveaux africains qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, il y a un nuage de cerveaux africains que j'appelle le cloud africain. Ce nuage de cerveaux qui sert l'Europe, qui sert les États-Unis, qui sert l'Asie et qui a besoin de servir l'Afrique. Mais malheureusement, les conditions dans lesquelles les administrations, les services publics fonctionnent en Afrique ne les agréent pas. Ce qui fait qu'on ne peut pas les récupérer. Ces fuites de cerveau qu'on a eues, il faut absolument inverser la tendance pour organiser un retour. Et pour organiser le retour, il faut faire des réformes qui permettent de confier les responsabilités aux gens qui ont les connaissances nécessaires et sur la base uniquement de cela, sans aucune politisation. À qui profite cette situation stationnaire? Les pays développés qui ont besoin de l'Afrique comme source pour des matières premières, qui ont besoin de l'Afrique comme débouché, et qui, en plus, ont les cerveaux africains pour faire prospérer leur affaire. Et surtout dans le contexte actuel où on a une percée incroyable de l'automatisation et de la digitalisation, l'intelligence artificielle, l'avènement de la blockchain et tout, il y a énormément de facilités qui font que si on arrive à matcher les ressources naturelles que nous avons en Afrique avec les cerveaux africains, on a la voie du développement. Donc, ça profite parfaitement à ceux-là qui ont réussi à nous prendre nos cerveaux et ont réussi, avec la complicité des élites africaines, à exploiter nos ressources naturelles à leur profit. Je vais inviter un tout petit peu votre casquette d'homme politique au Sénégal pour vous poser la question de savoir, alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les politiques africaines sont à l'origine du sous-développement de nos différents pays? Oui, vous savez très bien qu'aujourd'hui en Afrique, on
on rencontre une situation très très différente. Il y a des pays qui sont en train de se positionner, qui sauvegardent très bien leurs ressources naturelles et qui se battent pour transformer de façon durable la situation. Et effectivement, cela montre très clairement que lorsque les élites s'engagent pour l'intérêt de leur pays, cela se traduit par une amélioration de la situation. Donc, le sous-développement, c'est toute une histoire. On nous a beaucoup retardé avec les différentes conquêtes, même avant l'esclavage, ensuite pendant l'esclavage, ensuite avec la colonisation, et ensuite on a mis en place des systèmes où il y a une continuité avec des élites qui étaient très très inféodées aux anciens systèmes, mais on ne peut plus expliquer le sous-développement par cela. On a nos responsabilités, on a nos élections, on a nos peuples qui votent, qui désignent des personnes. Maintenant, ces personnes doivent être désignées sur la base de projets de société clairs. Comment ils doivent financer le développement? Moi, je ne peux pas comprendre qu'avec toutes les richesses que nous avons, de toute cette Afrique qui est immensément riche, mais qu'on soit étonnamment pauvre, parce que simplement les ressources sont aliénées sur la base de contrats léoniens qui font que pratiquement c'est la partie peanuts dont bénéficient les Africains. Il faut revoir les conditions d'aliénation de nos ressources. Et avec ces ressources, on peut structurer des financements, on peut lever des fonds, on peut faire tous les développements. Si on maîtrise nos ressources, si on met un coup de frein à la corruption et on a nos cerveaux, toutes les conditions sont réunies pour sortir de ce sous-développement. Évidemment, dans ce cas, il faudra faire les réformes qu'il faut, les réformes de la commande publique, les réformes du travail, les réformes des différents statuts et combiner l'ensemble des meilleurs systèmes qui ont permis de développer les pays. Vous voyez l'exemple de l'Asie, il y a des pays asiatiques qui étaient à un niveau de développement très faible par rapport à nos pays africains dans les années 60. Je donne l'exemple de la Corée, il y a d'autres exemples qu'on peut donner. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de miracle, il faut simplement être sur la bonne voie pour construire le futur de l'Afrique. Monsieur Camara, en tant que haut cadre de l'administration publique, expert bien évidemment du domaine, quelles solutions préconisez-vous pour une administration performante en Afrique? Alors, la première chose à faire, c'est de s'appuyer sur la jeunesse et les femmes. Le capital humain, l'éducation, la santé. À partir des ressources naturelles que nous avons, structurer des fonds extrêmement consistants pour organiser une éducation gratuite, obligatoire, pour que les ressources humaines puissent répondre aux besoins de développement. Les femmes, même chose, les mettre dans des situations où il y a une préférence, une discrimination positive parce qu'elle constitue, si vous regardez les statistiques, c'est la moitié de la population. Et si vous regardez également les statistiques, l'âge médian en Afrique, c'est 19 ans. Donc, c'est s'appuyer sur ces ressources à travers l'éducation et la santé. Remettre au centre du jeu le mérite à partir des compétences. Faire en sorte que les ressources naturelles, c'est la source de financement. L'endettement n'a jamais développé aucun pays. Donc, voilà les solutions qui permettront de faire des transformations sur place, de créer des emplois. En créant des emplois, on a des revenus. Avec les revenus, il y a l'épargne, il y a l'investissement. Et avoir des croissances inclusives dans des secteurs qui occupent la population, comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, la culture, le tourisme. Voilà des secteurs de l'artisanat. Il ne sert à rien de faire des investissements qui vont te donner des points de croissance, mais qui profitent plus à ceux qui ont investi, aux entreprises étrangères, qu'aux entreprises privées sénégalaises. Donc voilà, c'est un changement, mais fondamental de paradigme. C'est ce qu'on essaie d'expliquer d'ailleurs dans le livre dont j'ai parlé, on y reviendra, pour montrer qu'il faut changer complètement de cap si nous voulons changer la situation. Il ne s'agit plus de faire des réformettes,
c'est trop tard. Bonne gouvernance, l'émission qui place l'expertise africaine au cœur du développement. Voilà. Alors, quand même, on peut se réjouir. On peut se réjouir aujourd'hui d'avoir quelques exemples qui sortent du lot, notamment pour ce qui est de l'Afrique dite francophone, qui jadis était défini un peu comme le parent pauvre de ce continent immensement riche, certainement à cause des politiques publiques qui peinent encore à être en adéquation avec les aspirations du peuple et surtout les défis du gouvernement. Et dans ce sillage, puisque vous en parliez, vous venez de commettre un ouvrage qui sera dans les tout prochains jours mis à la disposition des lecteurs, qui est intitulé « Construire le Sénégal du futur ». Bon, il se dessine déjà. Parlant de ces pays-là, on fait allusion au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui montre quelques signes de cette volonté de développement participatif qui contribuera certainement au développement de notre continent. Puisque vous y croyez à votre Sénégal natal, Monsieur Camara, quel est votre regard donc sur l'avenir de ce continent qui vous est très cher également? Alors, ce continent, c'est l'avenir du monde. C'est-à-dire que l'Afrique, c'est la pièce de modération du monde. Le monde aujourd'hui est frappé par énormément d'incertitudes. Si vous regardez un peu les leçons de la guerre de l'Ukraine, vous voyez un peu les conséquences avec le blocage des comptes de la Russie. Ils ont trouvé des solutions pour contourner avec la garantie de l'or, parce que les gens ne voulaient bloquer le dollar et le euro dans les banques européennes, et ce qui fait qu'ils ont beaucoup commercé avec l'Inde et la Chine, ce qui crée une nouvelle économie complètement parallèle au schéma qu'on a connu jusqu'à présent. Et tout récemment, l'Union européenne et le G7, ils ont décidé du plafonnement du prix du gaz russe, du pétrole russe, et ça aussi, ça va pour empêcher le financement. Et voilà ce que ça fait, ce qui ouvre une perspective extrêmement importante pour le gaz africain. Le gaz sénégalais. Aujourd'hui, tous les pays africains qui ont du gaz doivent se battre pour concurrencer la Russie sur les marchés européens. L'exportation. En dehors de la transformation gas to power, c'est une perspective extrêmement importante. Mais la condition, comme je l'ai dit, il faut d'abord maîtriser nos ressources naturelles. Si on aliène nos ressources naturelles de façon comme ça se fait aujourd'hui, on n'a aucune chance de les utiliser comme levier pour le repositionnement de l'Afrique. Ensuite, le deuxième avenir, le deuxième point fondamental pour l'avenir, c'est le raccourci technologique. Avec les outils technologiques dont nous disposons, vraiment, on a tout. On a tout pour aller plus vite, on a tout pour organiser la recherche et ensuite les secteurs pour avoir l'autosuffisance alimentaire avec l'agriculture. Et si on arrive avec l'énergie que nous avons à transformer les produits agricoles, on a l'autosuffisance alimentaire. Mais qu'est-ce qui reste si vous avez l'autosuffisance alimentaire, si vous avez des ressources naturelles qui vous permettent de structurer des financements et de transformer des produits, de créer des emplois, mais vous avez tout. Vous avez tout et vous allez jouer un rôle important. Si vous faites de la transformation, vous avez la bauxite de la Guinée, le gaz sénégalais, vous avez de l'aluminium. Si vous avez le fer du Sénégal, de la Guinée-Bissau, que vous transformez avec l'énergie sénégalaise, vous devenez un centre pour l'industrie automobile. Donc aujourd'hui, tout est là. Maintenant, ce qu'il faut régler, la question politique de fond qu'il faut régler, c'est la dévolution du pouvoir. Aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à voir des régimes qui veulent s'éterniser au pouvoir. Et c'est une question, à mon avis, qui doit être réglée par l'Union africaine. Les conditions dans lesquelles le pouvoir doit être dévolu à travers des élections transparentes, libres, mais également les conditions dans lesquelles les gens doivent rester ou non au pouvoir. La limitation des mandats. Et ça, c'est devenu un vrai sujet. Aujourd'hui, on a vu dans certains pays où, à la suite de la conservation du pouvoir, on a eu quoi? Des coups d'État. Un recul énorme.
ce qui vient renforcer les questions sécuritaires. Vous ne pouvez pas adresser ces questions si les règles ne sont pas claires, si les règles ne sont pas réglées. Donc, les vrais sujets à traiter pour justement jouer ce rôle, c'est l'énergie, c'est l'industrie, c'est l'eau, sa disponibilité, ce qui te permettra maintenant de sortir de la spirale négative de l'endettement public. Et après, maintenant, tu pourras adresser toutes ces questions d'environnement. Vous avez vu la COP27 avec on peut considérer que c'est un échec parce que le vrai sujet de la réduction du réchauffement n'a pas été traité. Les 100 milliards qu'il fallait consentir chaque année pour le financement n'ont pas été mis en œuvre correctement. On parle d'accord sur les réparations, mais si on ne peut pas donner les moyens pour la réadaptation, je me demande si on va réajuster. C'est en ce moment qu'on aura une transition fiscale et qui va réduire, et pour retoucher le premier sujet, le rôle de la douane, justement. Parce que là, au niveau des frontières, quand on parle de douane, c'est des importations. Quand on parle de douane, c'est des paiements de droits sur des produits qui sont importés. Alors, on doit aller vers une transition fiscale où la taxe va être récupérée à partir de la production, à partir des échanges en interne. Voilà ce changement de paradigme qu'il faut développer en Afrique. Et nous pensons et nous croyons que c'est possible et c'est fondamental que les peuples comprennent qu'il leur faut choisir des élites qui ont une vision, qui ont à cœur l'intérêt de l'Afrique. Monsieur Camara, nous sommes presque au terme de cet entretien, mais je voudrais quand même savoir, aujourd'hui la question d'intégration se présente comme une épine dans la chaussure du développement africain. C'est vrai que c'est assez avancé quand même dans la sous-région Afrique de l'Ouest, mais de façon globale, aujourd'hui, on peine encore à rentrer dans l'effectivité de cette libre circulation des personnes et des biens dans l'Afrique tout entière, certainement à cause de certaines restrictions communautaires et sous-régionales, notamment en Afrique centrale, où l'effectivité de la libre circulation n'existe que sur des papiers, selon certains observateurs. Je voudrais savoir, selon vous, les schémas d'intégration économique en cours peuvent-ils permettre un repositionnement de l'Afrique dans le concert des nations? Alors là, j'ai une réponse mitigée. Ce qui se fait déjà sur un certain nombre de points est très bien, parce que c'est des schémas classiques d'intégration où on essaie d'avoir un tarif extérieur commun, où on essaie d'avoir des réglementations communes, où on essaie d'interdire certaines interdictions, et excusez-moi la répétition. Tout ça, ça se fait dans le cadre de l'UEMOA, de l'Union africaine, ça se fait. Il y a le projet de la zone de libre-échange qui va se développer et tout. Ça, c'est des points importants des schémas d'intégration. Mais la faiblesse de ces schémas, c'est qu'il y a mais ça demeure sur des papiers, Monsieur Camara. Non, il y a même des mesures. Moins d'effectivité sur le terrain. Non, sur le terrain, il y a des mesures. Sur des questions techniques là, de schémas d'intégration, il y a des pas. Mais le problème, c'est les points noirs. C'est-à-dire que les points noirs sont tellement ancrés que ça pose problème. Le premier point noir, c'est la circulation. La circulation des personnes et des biens. Il y a énormément d'obstacles. La liberté d'établissement, on le voit toujours. Si vous prenez des pays comme le nôtre, l'essentiel des personnes qui quittent le Sénégal, ils sont dans les pays africains. Ils s'installent plus ou moins, mais ça, c'est un problème. Il faut rendre encore plus fluide cette circulation. Les communications. Aujourd'hui, quand je suis au Sénégal et que j'appelle un ami de la Côte d'Ivoire, je paye un appel international, alors que ça doit être une communication locale. Si vous êtes en Europe, en France, vous vous appelez en Belgique, vous avez un forfait en France, ça circule dans tous les pays européens. Donc ça, c'est un problème. Les échanges intracommunautaires, c'est à peu près 11%. Alors qu'on a une libre circulation, pas de paiement de droits de douane sur les produits du cru et de l'artisanat traditionnel, mais parce qu'il n'y a pas de production. On va échanger les produits. Quels produits on doit échanger? Mais pour avoir la production, il faut avoir les ressources, l'énergie et les cerveaux qu'il faut pour la technologie. Ça, c'est un point noir extrêmement important. Donc, aujourd'hui,
au vu des points noirs que nous avons, effectivement, on peut considérer que la vitesse à laquelle l'intégration est menée est une vitesse de tortue, alors qu'on a besoin de la vitesse du lièvre pour que l'intégration puisse se faire. Et c'est la seule solution. Il faut mieux s'ouvrir à l'Afrique. D'ailleurs, dans le livre, il y a un dernier chapitre qui s'intitule « Mieux s'ouvrir à l'Afrique ». Et nous préconisons d'aller vers des fédérations par cercle concentrique, la fédération de l'Ouest, de l'Atlantique Ouest, avec une mutualisation des ressources. Aujourd'hui, les schémas d'intégration en tant que tels ne permettent pas d'avancer à une grande vitesse. Même si techniquement, c'est moins que rien, mais je pense qu'à ce niveau aussi, il faut changer de cap. Voilà. Merci infiniment à vous, Monsieur Boubacar Camara. Nous n'avons pas vu le temps passer, mais nous venons de passer 1 heure d'entretien dans le cadre de cette émission Bonne Gouvernance. Et c'est clair que 1 heure ne saurait nous permettre de tout comprendre et tout savoir sur l'administration publique africaine face aux enjeux de développement. Mais toutefois, vous avez anticipé en écrivant ce livre qui pour la prospérité, qui permettra bien évidemment à ceux qui voudraient pousser la recherche un peu plus loin d'en savoir un peu plus. Il est intitulé « Construire le Sénégal du futur ». Alors, je vous donnerai quelques petites minutes pour nous parler de ce chef-d'œuvre et qui, déjà au regard de quelques chapitres énumérés dans le cadre de cette interview, on peut sans risque de se tromper, dire que c'est un élément capital, c'est une véritable boussole pour nous permettre d'aspirer à cette Afrique prospère et solide que nous voulons tous. De quoi parle concrètement Construire le Sénégal du futur et à quand sa disponibilité pour tous les amoureux de la littérature africaine? Alors merci en tout cas pour l'invitation et merci pour ces échanges. Je me tiens à votre disposition pour revenir en détail sur les questions qui sont évoquées. Merci. Et le livre résulte du fait que nous pensons que les intellectuels africains ne doivent pas se contenter de critiquer, de dire que ça ne va pas. Il faut mettre en place des schémas alternatifs qui tiennent compte des réalités et de la connaissance du terrain. C'est pour ça qu'on a dit il faut absolument faire des propositions dans les secteurs essentiels. Pour ce socle, il faut que les institutions de nos types de pays répondent à nos réalités. Les socles, qu'est-ce qui explique qu'est-ce qui peut expliquer en 2022 qu'on hérite de la Constitution française de 1958? Rien. On n'a absolument pas les mêmes réalités. Donc, il faut revoir le socle pour l'ensemble des institutions, les principes directeurs, les valeurs cardinales, les approches idéologiques. Ça, c'est la première partie qui montre très clairement que chaque pays doit ouvrir la discussion pour mettre des institutions qui sont adaptées et qui permettent de poursuivre l'œuvre de développement dans l'intérêt des populations. Et dans le deuxième bloc, on parle des questions essentielles liées à l'éducation et la santé qui sont fondamentales. L'éducation et la santé pour le capital humain. Comment faire pour que l'éducation soit considérée comme un investissement réfléchi et qui est la clé de l'avenir. La santé également, comment mettre l'accent sur la prévention. L'épisode de la Covid-19 a montré comment nos types de pays se sont retrouvés à quémander des vaccins au moment où il y avait un péril pour l'ensemble de notre population, qui constitue la force de l'Afrique, c'est les ressources. Ça, c'est au niveau éducation. Ensuite, comment il faut manager tout ça, c'est comment gérer autrement l'administration, comment mettre de l'ordre. Il y a un chapitre d'ailleurs qui s'intitule « Mettre de l'ordre » sur l'aménagement du territoire, sur le transport, la logistique, le commerce, les bidonvilles, comment c'est organisé. Tout ça s'est développé sur la corruption, sur les travers de la société africaine, sur les violences faites aux femmes, sur les jeunes, sur les politiques sportives. Il faut remettre de l'ordre. Et après cela, enfin, il y a un chapitre sur l'Afrique qui montre comment mieux s'ouvrir à l'Afrique, avec quel schéma, quels sont les domaines de mutualisation et tout. Et sur chaque point, on a montré qu'il fallait changer de cap et faire des propositions
ouvrir des pistes de réflexion. Évidemment, chaque pays pourra. On aurait pu enlever le Sénégal et construire l'Afrique du futur, parce que simplement les questions sont les mêmes. Et chacun pourra, évidemment, en lisant ce livre, trouver les moyens de l'adapter à son contexte. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Boubacar Camara. Et à quand sa disponibilité? Parce que je suis certain que nos auditeurs ont déjà hâte de le lire. C'est une question de jour, hein, c'est en fabrication. Et nous espérons pouvoir l'obtenir très rapidement. Merci infiniment pour votre disponibilité et surtout votre volonté de partage de votre expérience et de votre parcours avec cette jeunesse africaine qui en a véritablement besoin pour voir plus clair l'avenir de notre continent. Merci encore et surtout revenez-nous quand vous voulez, Monsieur Camara. Les portes de l'Afrique d'une seule voix vous sont grandement ouvertes pour le partage de vos différentes expériences sur différents angles. Parce qu'il faut rappeler que vous êtes, comme je le disais à l'introduction, un homme, une personnalité assez polyvalente et très indispensable pour l'avenir de l'Afrique. Merci, Monsieur Camara. Merci beaucoup et bon courage également et félicitations pour l'initiative de votre chaîne et pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, internautes, c'est maintenant terminé pour Bonne Gouvernance de ce soir. Merci infiniment d'avoir été des nôtres durant cette première aventure. Je vous donne donc rendez-vous lundi prochain à la même heure, 17h, pour un autre rendez-vous avec une autre haute personnalité africaine qui viendra nous partager son expérience, mais surtout nous permettre de comprendre les enjeux de développement de notre continent. Mais en attendant, je serai avec vous samedi lorsqu'il sera 15h dans le cadre de votre mission officielle consacrée à la vulgarisation des actions diplomatiques et des politiques publiques. Ça sera l'occasion pour nous de parler d'intégration africaine à travers une personnalité diplomatique qui sera conviée pour nous parler de son pays et surtout des enjeux diplomatiques de celui-ci. Appelez-moi Pablo Giscard Guissamba, au plaisir. Retrouvons-nous sur ces mêmes antennes lundi prochain lorsqu'il sera 17h. En attendant, les échanges se poursuivent sur nos différentes plateformes digitales, sur la page Facebook de votre radio digitale, l'Afrique d'une seule voix, ou alors sur la page Facebook de l'émission Bonne Gouvernance et officielle. Et bien surtout, vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Bonsoir chez vous, bonsoir Bamendou, c'est à l'ouest du Cameroun. Retrouvez Pablo Giscard tous les lundis, 17h-18h heure de Paris, pour 60 minutes d'entretien avec une haute personnalité africaine du secteur de l'administration publique.